Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Leblanc, une psychiatre qui travaille en milieu carcéral pour la première fois au podcast. Elle est venue nous parler de sa pratique et avant ça, surtout de sa formation et d'un fellow qu'elle a fait à Toronto. Mm-hmm. Puis elle avait une pratique vraiment variée. Elle travaille en clinique externe puis en milieu de détention. Donc, si vous voulez en savoir plus, on vous conseille d'écouter le podcast. Donc, bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Mm-hmm. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Donc, bonjour, Dr Leblanc. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Comme première question, est-ce que vous avez toujours su si vous vouliez aller en médecine? Depuis assez jeune, j'avais un intérêt pour les professions de soins. Mes parents travaillaient dans les centres jeunesse, fait que j'étais déjà un peu là, dans mon champ d'intérêt. J'aimais beaucoup ce qui était les sciences. C'est ça, le plus les sciences pures aussi, les sciences sociales. Fait que finalement, la médecine était un champ, je dirais, intéressant, là, aussi parce que je voyais un peu les opportunités qu'il y avait autres en médecine, là, en discutant un peu avec des gens au niveau de l'enseignement, de la gestion, de la recherche. Donc, c'était une profession avec, je trouvais, beaucoup de possibilités qui nécessitait un choix, mais finalement, pas tant que ça, étant donné les options qui restaient quand même ouvertes, là. Exactement. Et ensuite, vous avez fait votre médecine. Avez-vous fait un bac avant la médecine? Non, rentré directement du cégep à Sherbrooke pour le cours de 4 ans. Donc, je suis arrivée quand même relativement jeune là, dans le programme de résidence, puis après ça, comme patronne. Là. Ouais. Okay. Et pendant votre externat, est-ce que vous avez eu des coups de cœur pour différentes spécialités que vous avez considérées pour le CARMS? En fait, la psychiatrie. Je pensais pas du tout faire de la psychiatrie. Ouais. J'avais un intérêt pour, l'aspect humain, les sciences sociales, mais je m'enlignais plus dans des spécialités médico-chirurgicales. Okay. L'ORL m'intéressait beaucoup, l'uro. Plus jeune, je pensais être neurochirurgienne, mais bon, je pense par l'aspect très probablement concret là, d'un enfant qui s'intéresse au cerveau. Finalement, j'ai migré de la neurochirurgie vers la psychiatrie en faisant mes stages. Puis dans ma grille de stage, la psychiatrie arrivait relativement à la fin, puis finalement, à la fin, c'est pas vrai en fait, à l'automne, mais juste avant le CARMS, puis finalement, j'ai appliqué seulement en psychiatrie, j'ai laissé tomber les autres options que j'avais considérées initialement. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui a fait dévier votre choix vers la psychiatrie? Vraiment, le contact avec les patients, l'aspect en fait où autant la médecine physique m'intéressait beaucoup, là, je pense dans sa complexité, dans l'intérêt que ça avait, mais je trouvais que des fois, on manquait l'aspect humain derrière le corps. Les sciences sociales me manquaient aussi, puis m'ont manqué dans le cursus médical, là, tout ce que je touche plus, la socio, l'anthropo, l'histoire, des aspects qui m'intéressent encore aujourd'hui. Mais que je trouvais que finalement, en psychiatrie, j'avais accès à ça, puis c'est comme si dans mes stages en psychiatrie, j'avais ce niveau-là de discussion avec des patrons où là, on discutait de réflexions beaucoup plus, des fois philosophiques ou au niveau sociologique, qu'est-ce que ça a un impact pour la personne. Puis je trouvais ça extrêmement stimulant. Puis je me disais, je pense que dans une spécialité juste de médecine physique, cet aspect-là va vraiment me manquer dans ma profession. Puis, j'ai pas été déçue, là, parce qu'effectivement, ça reste quand même très présent. Puis, dans le type de psychiatrie que je fais aussi, ça reste très présent, là. On soigne pas juste des organes, pas juste des corps, mais vraiment des êtres humains en part entière. Puis, même si paradoxalement, des fois, on a l'impression qu'en psychiatrie, on fait vraiment un peu le deuil de la médecine physique, en fait, pas tant que ça, parce que ça nous ouvre finalement à beaucoup d'autres aspects liés à l'être humain. OK. La résidence, vous l'avez fait à quel endroit? À l'Université de Montréal. OK. Puis, ça se passe comment, la résidence en psychiatrie?
Ça se passe bien. Je pense que globalement, c'est quand même une belle résidence, là, peut-être comparativement à d'autres, parce que, bon, les horaires de psychiatre sont quand même plus simples. Là. C'est rare qu'on est en train de faire des consultations à 3 heures du matin, là, contrairement à nos collègues chirurgiens qui continuent à faire ça. C'est des gros programmes. Les programmes de psychiatrie, on est une très grosse spécialité en psychiatrie. Là. Donc, dans les programmes de résidence, on est généralement entre 15 et 20 par cohorte. Donc, en même temps, c'est très dynamique parce qu'on est beaucoup de résidents. On a une association des résidents. Les gens sont souvent assez impliqués, même à d'autres niveaux. Donc, c'est agréable. Puis, à Montréal, il y a quand même beaucoup de milieux cliniques qui ont des couleurs assez différentes. Donc, ça nous donne l'opportunité, en fait, je pense, d'aller vers des milieux qui nous ressemblent ou qui sont peut-être plus proches du genre de psychiatre qu'on voudrait être ou du genre de clinique qu'on voudrait faire. Puis, ultimement, les gens, on sort avec des profils qui sont souvent assez différents, tout dépendamment des stages qu'on a fait, des options qu'on a choisies, ou c'est ça, peut-être du style de pratique qu'on a vu ou qu'on a expérimenté. Là. Vous dites que le profil des différents psychiatres est quand même différent. Est-ce qu'il y a quand même des traits communs que vous diriez à que tous les psychiatres ont ou des qualités que tu dois avoir pour être psychiatre? C'est quand même difficile parce que je regarde un peu mes collègues. On a vraiment des styles différents, là. Okay. La psychiatrie, d'urgence, de soins intensifs, avec des gens qui vont être très, très, très malades, beaucoup, beaucoup d'agitation, des courts épisodes, mais très intenses, beaucoup de travail très rapproché. Ça va être ultra différent que des gens qui font genre de la clinique externe de troubles anxieux ou de troubles affectifs, ou c'est des relations thérapeutiques sur le long cours, des longues thérapies. Fait que c'est sûr que les profils des gens vont être assez différents selon un peu le type de pratique qu'on a. Donc, c'est surprenamment assez variable. Là. Puis, paradoxalement, je parle un peu de la chirurgie, mais j'ai quand même plusieurs collègues qui ont considéré des spécialités chirurgicales qui finalement se retrouvent en psychiatrie et l'inverse. Donc, pour certains types peut-être de pratiques, il y a des choses qui se ressemblent un peu dans comme l'espèce d'intensité qu'il y a là-dedans. Je sais pas, ça demeure un peu mystérieux pour moi, là. Pourquoi est-ce qu'on trouve un peu ces similitudes-là? Mais c'est ça, je pourrais parler qu'est-ce qui fait que dans le type de pratique que moi j'ai, les gens vont être attirés, ou c'est quoi un peu les qualités ou nos caractéristiques qui font qu'on va être attiré vers ce type de pratique-là, puis que je pense qu'on va faire un bon travail. Mais en même temps, je regarde des collègues qui font d'autres types de psychiatrie qui sont très différents de la mienne, puis je pense pas que je serais nécessairement très bonne à faire ça, même si on a ultimement la même formation. En parlant de formation, vous avez fait votre résidence. Est-ce qu'après ça, vous avez fait un fellow? Oui, j'ai fait un fellow clinique d'1 an à l'Université de Toronto en psychiatrie communautaire urbaine. Moi, j'avais vraiment un intérêt plus en clientèle vulnérable, itinérance, dépendance, psychiatrie légale, l'organisation des soins. Donc, je m'étais organisée un fellow avec des gens qui travaillent vraiment là-dedans, là, à Toronto, où j'ai fait, je dirais, pas mal toutes les équipes un peu vulnérables du centre-ville, là. Fait que vraiment la clientèle itinérante, beaucoup dans les refuges, du outreach, genre on allait en dessous des viaducs, là, voir les gens qui étaient vraiment prises avec des grosses problématiques de santé mentale, beaucoup de dépendance aussi, puis c'est ça, un peu de la psychiatrie légale aussi, mais plus avec un volet communautaire, dans le fond. Les tribunaux de la santé mentale, les programmes alternatifs de justice, toutes les initiatives plus intersectorielles aussi liées aux troubles de santé mentale, itinérance, donc les clientèles très marginalisées, si on veut. Puis là, pour ça, j'ai ramené ça à Montréal. OK. Est-ce que vous aviez cet intérêt-là directement en rentrant à la résidence ou ça s'est développé au fil de la résidence? En cours de route, quand je parlais des différents milieux, moi, j'ai fait un peu ce qu'on appelle le juniorat de la résidence en psychiatrie. Dans le fond, notre première année, c'est un tronc commun. Deuxième année, on fait 1 an dans un même milieu clinique à faire de la psychiatrie générale. Moi, je voulais un milieu qui était quand même dynamique, où j'allais avoir beaucoup d'autonomie. Fait que je suis allée à l'hôpital Notre-Dame, qui, par sa localisation, desservait beaucoup. À l'époque, Notre-Dame était affiliée encore avec Saint-Luc. C'était le CHUM, fait que la clientèle très, je dirais, plus marginalisée de Montréal, puis c'est ce qui m'intéressait. Donc, je suis allée là, puis ça a confirmé, je dirais, mon intérêt pour ce type d'usager-là. Puis après ça, je suis restée un peu là-dedans, puis c'est ce qui m'a attiré après ça vers la prison, parce que finalement, c'était un peu mon constat on voit ces gens-là, ils ont des pathologies souvent assez complexes,
beaucoup d'enjeux psychosociaux autres là, que de la maladie mentale. Puis la boîte noire qui restait, c'était souvent l'aspect carcéral ou l'aspect justice. Où des fois, les gens disparaissaient pendant plusieurs mois, on n'avait aucune idée de ce qui se passait avec eux. Soudainement, ils revenaient. Ou on avait des gens qui arrivaient à l'urgence, qui sortaient de quelques mois de détention, aucune idée de ce qui s'était passé pendant ce temps-là, ou qui avaient des conditions légales, c'était compliqué leur situation. Puis finalement, ils se retrouvaient vraiment, je dirais, pris dans des dynamiques de justice, itinérance, santé mentale, grande précarité sociale et économique. Puis ça a été mon intérêt de dire, moi, si cette clientèle-là m'intéresse, il faut essayer de percer un petit peu cette boîte noire-là pour aller agir à un autre niveau. Là. Donc, c'est ce qui m'a amené après ça, c'est ça, à aller travailler, après ça, à l'Institut Philippe Pinel, donc vraiment en psychiatrie légale, en gardant un statut au Centre-Sud pour garder un peu le pied dans les deux établissements, puis dans l'optique là, d'essayer de rapprocher un petit peu tout ça, puis être capable de peut-être, c'est ça, mieux atteindre cette clientèle-là. Ouais. Est-ce que... Vas-y. J'allais dire, en travaillant dans ces deux établissements-là, à quoi ressemble une semaine typique pour vous? Ça a changé au fil des années. Là. En ce moment, là, je fais, mettons, une journée de clinique externe à Pinel, donc là où je suis des patients qui ont vraiment des troubles sévères et persistants de santé mentale, donc des gens avec des gros troubles affectifs, des gros troubles psychotiques, souvent beaucoup de comorbidités là, au niveau des troubles de la personnalité, troubles liés à l'usage de substances, puis qui ont des enjeux liés à de la violence ou de la dangerosité. Ensuite, je fais une journée complète dans un établissement de détention où je fais de l'expertise, de la consultation, des suivis, une autre journée en détention. Là, on a parti depuis presque un an une équipe de suivi intensif dans le milieu à Pinel. Donc, moi, je suis une des deux psychiatres sur cette équipe-là. Donc, encore une fois, des gens avec des problématiques, je dirais, plus complexes, santé mentale, violence, si on veut, ou dangerosité, qui vivent en communauté, avec, qui ont besoin de beaucoup de suivi puis de soutien par une équipe multidisciplinaire. Une autre journée dans un autre établissement de détention, puis pas mal de tâches administratives autour de ça, parce que je suis aussi, dans le fond, chef des services externes, des services correctionnels, chef adjoint de mon département de psychiatrie, puis je siège sur beaucoup de comités intersectoriels avec beaucoup de partenaires. Là. Fait que tout ce qui touche la justice, les services correctionnels, donc la sécurité publique, différentes choses aussi avec le ministère, maintenant un peu Santé Québec, sur comment est-ce qu'on peut, je dirais, changer les choses au niveau des services correctionnels, puis pour tout ce qui est là, des clientèles plus vulnérables. Donc, je fais ça. Je continue aussi là, d'enseigner finalement à la faculté de médecine. Donc, fait qu'on a des résidents, mais je donne aussi des cours aux résidents. Tout l'aspect, je dirais, leadership, gestion, ça m'intéresse beaucoup. Donc, là, je donne des cours aussi de ça aux résidents. Puis, ça fait une semaine un peu éclectique. Là. Donc, c'est ça. Avant, je faisais aussi du psychiatre répondant, CLSC, puis j'ai travaillé aussi dans les refuges, notamment pour femmes qui ont des programmes, dans le fond, de santé mentale là, sur place. OK. Puis, dans la clinique externe, est-ce que c'est des anciens prisonniers que vous faites un suivi avec eux, dans le fond? Il y en a que oui. Pour beaucoup, c'est quand même des gens qui ont plus passé par les unités internes de Pinel. Donc, souvent des gens qui, dans leur parcours, ont passé par les établissements de détention, éventuellement se retrouvent dans un hôpital psychiatrique plus sécuritaire. On a des usagers qui font vraiment les deux. Là. Parfois, ils vont être à l'hôpital, parfois, ils vont être en détention. Donc, c'est ce que je fais en clinique externe. C'est un des enjeux, en fait, les gens que je vois à la détention. Il y en a qui ont réussi à garder dans des services, mais il y en a pour qui c'est extrêmement difficile de réussir à les réaffilier dans des services alors que leurs besoins sont immenses. Là. Ça fait partie des projets qui sont, je dirais, sur la table, puis qu'on essaie de travailler beaucoup, là, d'être capable de mieux arrimer ces gens-là dans des services, puis d'éviter finalement des bris de services, notamment post-institution. Donc, quand les gens sortent de détention, quand les gens sortent de l'hôpital, pour moi, c'est comme incompréhensible de penser
que quelqu'un qui sort d'une hospitalisation, d'une détention, donc d'un établissement public, se retrouve dans la rue avec à peu près pas de service. Alors que c'est des périodes où ils sont particulièrement vulnérables à suicide, récidive, surdose involontaire, parce qu'ils sont dans des situations comme souvent de grande précarité. Là. Puis c'est le cas d'une bonne partie de notre clientèle. Là, en prison, grosso modo, là, ils nous disent à peu près 25% des gens sont en situation d'itinérance là, quand ils arrivent à la détention. Au moment là, de sortir, c'est probablement même plus. Là. Puis si c'est pas de l'itinérance, ben c'est je vais aller chez mon ami, qu'on ne sait pas trop c'est qui, mais que ça demeure assez précaire, dans le fond. Puis c'est malheureux parce qu'on pourrait faire mieux, parce qu'avant qu'ils quittent, ben, on les voit. Est-ce que Pinel, c'est des hommes et des femmes? Ouais. Oui, OK. Oui, principalement des hommes, parce que c'est sûr que, je dirais, les comportements, de façon générale, violents sont quand même plus présents chez les hommes que chez les femmes, indépendamment de la maladie mentale. Là. Puis avec la maladie mentale, c'est ça aussi, mais on a des unités aussi pour les femmes. Nos prisons ne sont pas mixtes, ou du moins pas celles de Montréal. Il y a une prison pour femmes qui est à Laval. Moi, je couvre, dans le fond, les 2 prisons masculines de Montréal. Donc, l'établissement de détention de Montréal, ce qu'on appelle anciennement Bordeaux, puis l'établissement de détention de Rivière-des-Prairies. OK. Puis c'est quel type de maladie mentale que vous voyez le plus avec votre clientèle? Bien, en fait, c'est le reflet de la population générale en milieu carcéral, mais avec des proportions 3-4 fois plus élevées que ce qu'on retrouve dans la population générale. Okay. Notamment pour tout ce qu'on appelle les troubles sévères et persistants, qui sont finalement les troubles psychotiques, comme la schizophrénie, les troubles schizoaffectifs, des troubles de l'humeur, fait que des troubles bipolaires, des troubles dépressifs. On voit aussi énormément de gens avec des troubles de la personnalité du groupe B. Fait que les antisociales. Oui, beaucoup de troubles de personnalité limite aussi. Des gens qui sont souvent plus impulsifs, qui vont avoir des fois plus de difficultés d'adaptation, des difficultés relationnelles, émotionnelles, puis qui se retrouvent dans, éventuellement de la criminalité. Énormément de troubles liés à l'usage de substances. Là. Quand on regarde toutes les pathologies psychiatriques qui sont incluses, les troubles liés à l'usage de substances, c'est la vaste majorité des gens en détention qui souffrent de ça. Quand même beaucoup de troubles liés au trauma, là, des troubles de stress post-traumatique, parce que c'est quand même hautement associé avec les autres choses que je viens de nommer. Des troubles anxieux, des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, et souvent un peu tout ça mélangé ensemble. Okay. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous avez choisi de travailler juste dans des prisons avec des hommes? Parce qu'avant, vous aviez dit que vous faisiez du refuge aussi pour femmes. Oui, je pense que c'est une question d'opportunité. Là, où quand je suis arrivée, il y avait besoin de gens plus au niveau des hommes. Dans les patients que je suis, mettons, en clinique externe, au niveau du CIM, j'ai des femmes aussi. Okay. Mais au niveau des détentions, ça a été ça. J'ai 2 collègues qui travaillent au niveau de la prison des femmes, puis peut-être qu'éventuellement gérer, là, parce que c'est une clientèle qui est... je dirais, semblable, mais généralement plus malade encore que les hommes, un peu comme les femmes itinérantes qui souvent ont un profil qui est quand même, je dirais, malheureusement plus hypothéqué encore que les hommes, parce que souvent les femmes ont quand même un réseau social un petit peu plus grand, donc finalement pour se retrouver à la rue en détention, ce qu'on observe c'est des femmes qui sont vraiment rendues très très désaffiliées, la prévalence des troubles liés au trauma, des abus est énorme, là. C'est la norme plutôt que l'exception. Puis avec aussi encore beaucoup de troubles sévères et persistants là, qui sont assez présents. Puis des femmes qui sont souvent très marginalisées aussi, là, qui se retrouvent finalement à répétition entre les maisons d'hébergement, qui ne fonctionnent pas nécessairement dans les maisons d'hébergement, qui se retrouvent donc dans la rue, puis qui finissent éventuellement par se faire arrêter puis se retrouvent en détention. Là. Les hommes, il y a quand même une portion de la clientèle, mais que, moi, je vois pas, qui n'ont pas nécessairement de troubles de santé mentale, là, qui sont peut-être, pour qui c'est peut-être plus de la criminalité, mais sans nécessairement qu'il y ait une problématique de santé mentale, je dirais, associée. Peut-être des éléments d'antisocialité, mais qu'on ne voit pas nécessairement comme pathologie, comme des troubles psychiatriques. Mais c'est moins ces gens-là qu'on voit. Nous, on voit beaucoup des gens qui, finalement, commettent des délits assez mineurs, là. Des bris de conditions, des méfaits, des vols de nourriture à l'épicerie, des mauvaises utilisations de l'espace public, des comportements désorganisés
parce que ça, on avait probablement déjà vu, là. Les gens sont intoxiqués, sont dans le métro, ils crient, ils interpellent des gens de façon agressive, mais ultimement, la réponse, c'est qu'on les met en détention, mais sans vraiment régler le problème sous-jacent. Mais ça fait beaucoup plus partie des gens que je vois témoins en détention. Parce que, bon, finalement, c'est ceux qui arrivent à nous, là, c'est correct aussi, mais qui sont, c'est ça, aux prises avec souvent beaucoup de comorbidités, puis d'enjeux psychosociaux plus larges, là. Vous mentionnez que, dans le fond, il arrive à vous. C'est quoi le processus pour se rendre jusqu'à, mettons, être en clinique externe avec vous? Bien, en clinique externe, c'est différent. Le processus va être plus long. Mettons, à la détention, si on parle de ça plus spécifiquement en milieu correctionnel, bien, il y a des médecins généralistes qui sont présents dans les établissements correctionnels. Donc, généralement, c'est eux qui vont finalement faire la première ligne là, des soins. Il y a aussi des infirmières qui, normalement, essaient de faire un peu de dépistage de clientèle. Des fois, c'est les agents des services correctionnels qui vont observer que quelqu'un a de l'air très bizarre, qui est manifestement super agité. Il y a quelques autres intervenants sociaux aussi là, qui travaillent à même milieu, qui vont référer les gens vers les professionnels de la santé. Puis, une fois finalement que les médecins généralistes, des fois, c'est des IBS, donc des infirmières praticiennes spécialisées qui vont voir que les gens, on a d'avoir des problèmes qui nécessiteraient probablement plus l'intervention d'un spécialiste en psychiatrie. À ce moment-là, ils vont nous demander en consultation. Donc, on va les rencontrer. On a aussi beaucoup de gens qu'on arrive dans nos services parce qu'ils font l'objet de demandes d'expertise. Donc, des gens qui se font face à des accusations, se présentent à la cour va ordonner une évaluation psychiatrique, par exemple, sur l'aptitude à comparaître, savoir si la personne comprend les procédures judiciaires, ou des fois des évaluations sur la responsabilité criminelle, donc savoir si son état mental était perturbé pour finalement expliquer le délit là, duquel elle est accusée. Donc, ça fait partie, en fait, de la façon dont on voit des gens où, parfois, la personne, peut-être qu'elle va être apte à comparaître, mais par ailleurs, il a quand même une schizophrénie avec des symptômes psychotiques assez présents, là. Donc, là, on va les garder en suivi. Même chose pour ce qui est de la responsabilité criminelle. Donc, c'est comme ça. Puis, en clinique externe, c'est un petit peu différent parce que, étant donné que c'est de la psychiatrie légale, généralement, les gens qui vont nous être référés, ça va être soit des ententes de service avec d'autres milieux. Donc, les gens sont déjà suivis dans des équipes en psychiatrie générale, mais leur niveau de risque ou, je dirais, l'interface entre la dangerosité puis leur problème de santé mentale devient trop difficile à gérer pour ces milieux-là. Donc, ils veulent avoir une intervention qui est plus spécialisée à ce niveau-là, ou c'est des gens qui ont été hospitalisés finalement à PNL, mais pour qui on juge que, justement, les éléments de risque sont peut-être trop importants pour penser à un retour vers un milieu finalement de psychiatrie générale, auquel cas, on va les suivre finalement là, au sein de notre clinique externe où l'intensité de service va être quand même plus grande que ce qu'on va offrir dans une clinique externe générale. Là. OK. Pouvez-vous différencier quand vous dites comme l'intensité de service? C'est quoi la différence d'intensité entre comme générale puis légale comme vous faites? Bien, en fait, ça va dépendre des professionnels qui sont impliqués. Ouais. À Pinel, on travaille beaucoup avec des criminologues, donc des gens qui ont quand même une expertise plus spécifique en évaluation de risque puis en compréhension, si on veut, des éléments de risque, mais avec quand même l'optique là, d'aider les gens au niveau de leur réinsertion communautaire, puis l'objectif qu'à un moment donné, les gens, vers leur niveau de risque, soit je dirais minimal. Là. Donc, ça, on va avoir plus de contact avec les gens, donc plus fréquemment. Souvent, nous, les gens qu'on va suivre en clinique externe, ils ont des conditions légales aussi associées à leur suivi, là, parce que, par exemple, ils ont eu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Donc, on a jugé que, c'est en raison de leur état mental qu'ils ont commis, par exemple, un geste criminel. Je vous épargne les détails du code criminel, mais en gros, c'est ça. Et là, ils peuvent être de retour en communauté, mais ils ont des conditions à respecter, dont, le suivi avec l'équipe traitante, dont habiter un endroit qui est spécifique. Donc, le cadre va être un peu plus serré dans, la surveillance qu'on va faire, parce qu'il y a un aspect de surveillance derrière ça. Mais, dans notre cas, ça va être, un cadre qui va être des fois plus serré, mais qui demeure quand même thérapeutique ou bienveillant, mais c'est ça, avec plus de professionnels impliqués, plus de régularité de contact, versus dans une clinique externe générale où des fois, il y aura peut-être un professionnel impliqué, mais qui va voir la personne, je sais pas, mettons 2-3 fois par année, des fois plus. Mais c'est sûr que nous, on voit
nos patients quand même plus souvent là, versus d'autres gens parce qu'on sait qu'ils ont cette fragilité-là puis que souvent, ben, leur fragilité clinique, c'est associé à une augmentation du risque. Oui. OK. Puis parlant des autres professionnels, vous avez mentionné qu'il y a des médecins généralistes aussi en milieu de détention. C'est quoi, mettons, la différence entre le psychiatre puis le médecin généraliste par rapport aux soins de ceux qui sont en milieu de détention? Est-ce que le médecin généraliste va plus, mettons, s'occuper de, je sais pas, des comorbidités comme genre l'hypertension ou des choses comme ça, ou ils vont aussi faire de la santé mentale? Bien, en fait, ils vont faire ce qu'un médecin généraliste fait, c'est-à-dire comme les pathologies physiques puis de la santé mentale, je dirais, de ce qu'on va dire de première ligne. Là. Fait que, des troubles mentaux qui sont quand même plus courants, des troubles anxieux un peu de base, des troubles dépressifs de base, des fois même des troubles psychotiques, mais qui sont relativement stables. La personne est déjà sous traitement, elle va continuer son traitement, ils vont évaluer ça. Mais c'est sûr que quand ça devient un peu plus complexe, parce qu'il y a plusieurs comorbidités, peut-être que les symptômes sont plus sévères, peut-être que, bon, là, finalement, ça avait l'air d'un trouble d'adaptation, c'est devenu une dépression, ça fait 2-3 molécules qui essaient, ça fonctionne pas tant que ça. Se questionne, est-ce qu'il y a d'autres choses derrière ça? Est-ce que, c'est ça, des comorbidités, à ce moment-là, ils vont nous interpeller. Puis on va prendre ces usagers-là en suivi. Donc, un peu dans le reflet de ce qui se fait quand même en communauté. Là, concrètement, les médecins de famille, une bonne portion de leur travail, surtout en clinique, en bureau, même à l'urgence, il y a beaucoup de santé mentale dans ce qu'ils font parce que ça demeure des pathologies très courantes dans la population générale. Là. Surtout quand on pense aux troubles dépressifs, aux troubles anxieux, même aux troubles de personnalité. Ça fait quand même partie un peu du quotidien des médecins de famille, des omnipraticiens. Donc, c'est quand même ce qu'ils continuent de faire en détention. Okay. Mais c'est ça. Nous, on va aller dans ce qui est un petit peu plus complexe, finalement. Est-ce que dans... j'ai oublié ma question. Je peux y aller sinon. Quand vous faites des consultations avec les personnes en milieu de détention, est-ce que vous êtes seul ou vous êtes accompagné? Comment ça se passe? Ça dépend. Il y a normalement toujours un agent, dans le fond des services correctionnels, qui est à proximité pour assurer comme une certaine supervision. Quand les gens ont des mesures sécuritaires particulières, parce que, par exemple, ils ont été agressifs envers le personnel, ils ont un état d'agitation qui fait que c'est pas réaliste de les rencontrer dans un bureau comme ça. Là, ils peuvent avoir des mesures. Fait que, parfois, les gens ils vont avoir soit des agents qui sont avec eux, parfois, ils vont être menottés, parfois, on ne pourra pas faire une rencontre directement en présence. Il va falloir aller dans ce qu'on appelle le parloir pour pouvoir être assis avec, finalement, une vitre comme entre nous, parce que le potentiel, par exemple, d'agressivité va être trop grand. Parfois, ils sont tellement agités dans leurs cellules qu'on peut même pas les sortir de leurs cellules. Donc, on va leur parler au travers de la porte de leur cellule, en se regardant dans le petit Judas, dans la petite fenêtre ou dans le petit passe-plat où ils passent les repas. Parce que les gens sont pas nécessairement à l'aise d'ouvrir la porte. C'est pas des contextes thérapeutiques idéaux, on va se le dire, là. Parce que quand c'est ça, ben des fois, il y a d'autres détenus dans le reste du corridor qui entendent ce qu'on dit. Donc, tu sais, confidentialité, on oublie ça, là. Mais en même temps, on se dit, bon, des fois, c'est mieux ça que de ne pas les rencontrer du tout. Mais quand le niveau de risque est assumable, c'est sûr qu'on essaie de se rencontrer dans un cadre thérapeutique qui fait du sens pour les gens, là, c'est-à-dire dans un bureau, la porte fermée, où il n'y a personne d'autre qui entend ce qu'on dit. Puis on est capable à ce moment-là de se parler pour vrai. Puis ça fait une différence pour beaucoup de ces gens-là, surtout en prison. Des fois, ils disent, ben, tu sais, le seul moment où j'arrive à parler avec quelqu'un pour vrai, puis avoir une discussion, c'est quand je vais dans le bureau du psychiatre puis qu'on se parle, tu sais. Puis c'est pas une discussion qui va nécessairement durer 2 heures, là, mais c'est juste le fait de dire, ben, je vais être assis avec quelqu'un puis je vais prendre le temps de vous écouter dans un contexte qui est plus normal, où on n'est pas dans des enjeux de contrôle puis comme de coercition, parce qu'on va se le dire, là, la détention, c'est ça, là. C'est quand même très thérapeutique à la base, tu sais. Sans même avoir ouvert la bouche, juste le fait de dire, tu sais, vous avez le droit de vous asseoir dans un bureau, on va vous donner un verre d'eau, puis on va réussir à se parler comme 2 êtres humains. Ça leur permet des fois de prendre un pas de recul sur la déshumanisation qu'ils vivent aussi en prison. C'est quoi les urgences que vous avez dans votre milieu de travail? Différentes choses. En prison, c'est sûr qu'on n'a pas de garde. C'est vraiment les médecins omnipraticiens qui gèrent ça. C'est sûr que
quand on est là, on est quand même interpellé à décider, est-ce qu'on laisse les gens en isolement? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des mesures de contention? Est-ce que la personne peut sortir de l'isolement? Est-ce qu'il faut qu'on donne de la médication en urgence? Est-ce qu'on doit transférer la personne dans un centre hospitalier parce que là, comme l'état des organisations est tel que, on pense qu'elle se met vraiment à risque. En clinique externe, encore là, on est plus dans des urgences par rapport à des gens, puis ça, on va en avoir qu'on est une garde là-bas. Des fois, c'est pas nécessairement nos patients à nous, mais la personne va moins bien, plus psychotique, commence peut-être à être menaçante. Là, les intervenants l'ont rencontré, ne voulaient pas ouvrir la porte, on entendait qu'il criait derrière son logement. Qu'est-ce qu'on fait? OK. Plan de match, on appelle les policiers, on envoie les mandats, on va faire une intervention concertée, les policiers arrivent. Fait que ça, c'est les urgences qu'on va gérer. Que nous, on ne va pas nécessairement intervenir directement, mais c'est très souvent nous qui allons prendre des décisions sur que fait-on. C'est pas moi qui vais intervenir pour faire des contentions auprès d'une personne si c'est ça qui est nécessaire, mais habituellement, la décision est médicale. Fait que ça revient beaucoup sur nous. Même chose sur, c'est ça, est-ce qu'on va décider on ramène la personne, est-ce qu'on interpelle les policiers pour faire ça? On décide un petit peu, on donne le go, si on veut, à ce qu'on va faire. Fait que ça fait partie de... Je pense de ce qui est intéressant dans le travail, mais qui est une des difficultés parce que souvent, ça va être des situations où rapidement, il faut prendre une décision. Puis les situations sont pas simples. C'est assez complexe. Ça implique d'autres personnes. On est beaucoup dans de la gestion de risque pour la personne, pour les autres. Puis, ultimement, même si on est en équipe, c'est souvent quand même le psychiatre qui va prendre la décision finale. Okay. Est-ce que vous participez aussi aux décisions de remise en liberté? Non, ça fait pas partie de notre mandat. C'est vraiment les services correctionnels qui décident ça. Peut-être même pas comme une évaluation qui va être prise en considération. Pas pour la détention. OK. Pour les patients qui sont à l'hôpital, sous mandat légal, alors là, oui, c'est nous qui sommes responsables en partie de l'évaluation du risque, puis c'est nous qui faisons les recommandations par rapport à la libération de la personne en communauté, ou si la personne doit demeurer à l'hôpital, est-ce qu'elle va avoir la possibilité d'avoir des sorties en communauté? Donc ça, souvent on a des collègues criminologues qui font avec nous l'évaluation de risque, mais l'évaluation qui est absolument nécessaire, c'est celle du psychiatre. Puis c'est nous qui allons devant la commission d'examen des troubles mentaux. C'est nous qui témoignons. C'est nous qui donnons nos recommandations par rapport à ça. Puis on va le faire, c'est ça, mais vraiment plus dans le contexte quand il y a une notion d'expertise ou une notion là, justement d'une personne, par exemple, qui a été trouvée non criminellement responsable. Quand c'est vraiment juste de la détention, on n'est pas... c'est pas nous qui décidons de ça. Je pense que des fois, probablement, quand même, la commission de libération conditionnelle peut avoir accès aux dossiers médicaux puis ils vont regarder un petit peu ce qu'on en dit, là. Mais on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Puis ça fait partie des difficultés aussi cliniques là, qu'on a, dans le sens où souvent, on ne sait pas quand est-ce que les gens vont être libérés. Souvent, eux-mêmes ne le savent pas. Planifier le suivi. C'est sûr qu'on ne sait pas quand les gens vont être libérés. C'est un petit peu difficile de planifier un suivi. Puis moi, je dis ça, là, mais dans ma position, c'est plus, on doit organiser un suivi, mais pour une personne qui ne sait pas quand elle sera libérée, on imagine le niveau de complexité que ça représente où vais-je dormir, est-ce que j'aurai de l'argent, qu'est-ce que je vais faire, si j'ai de la médication, comment je vais m'organiser, est-ce que j'ai même des vêtements appropriés parce que peut-être que j'ai été incarcérée au mois de juin, puis là, je sors au mois de décembre, il y a une tempête de neige, j'ai peut-être même pas de bottes ou de manteau d'hiver. Puis concrètement, les gens ils sortent avec un billet de la STM. Puis c'est ça. Est-ce qu'ils savent comme quelques jours d'avance ou c'est vraiment comme quasiment à la minute près? Ça dépend. Donc, quand les gens ils ont déjà eu leur sentence, là, ils ont une date de libération. Donc, là, ils le savent. Quand les gens sont détenus, finalement, ce on va appeler en détention préventive, donc ils n'ont pas encore été trouvés coupables de leur délit, ils attendent essentiellement en détention. Donc là, parfois, ils vont être libérés, finalement, suite à une comparution. Donc, parce que là, ils ont fait peut-être 2, 3, 4, 6 mois en détention. Finalement, ils retournent à la cour. On juge que soit ils sont non coupables, donc ils sont libérés, soit ils sont trouvés coupables, mais étant donné qu'ils ont déjà fait, par exemple, 6 mois de détention, on considère que leur temps est fait. Donc, ils vont être libérés à partir du palais de justice ou à partir de l'établissement de détention s'ils ont comparu finalement en visiocomparution. Puis ça, les gens... Des fois, ils s'en doutent, mais des fois, ils ne le savent pas du tout. Là. Il n'y a pas de ressources qui peuvent comme être données à ces personnes-là pour justement quand ils quittent?
Bien, il y en a un peu. Il y a quand même, tu sais, il y a quelques organismes communautaires, notamment les YMCA, principalement eux, tu sais, depuis peut-être 2 ans, le ministère de la Sécurité publique, là, qui est responsable finalement des établissements correctionnels, a déployé là, quelques professionnels qu'on appelle des agents d'intégration sociale qui vont aider un peu les gens à trouver, par exemple, des hébergements d'urgence. Mais souvent, ça doit quand même être planifié d'avance. Puis c'est souvent des ressources aussi que les gens doivent solliciter. Donc, tu sais, la personne qui est peut-être plus désorganisés, plus vulnérables. Je pense notamment aussi toutes les personnes, parce qu'on en a malheureusement beaucoup, mais tu sais, qui parlent pas vraiment français, pas vraiment anglais, qui ont des statuts, des fois, d'immigration super précaires. Souvent, assez peu de réseaux sociaux aussi. Vont pas nécessairement comprendre que ces services-là sont accessibles, en feront pas la demande, donc quand ils vont être libérés, ben ils vont être libérés essentiellement sur la rue, là. Sinon, quand on est capable d'avoir une date de libération, bien, on essaie de travailler fort pour que les gens partent avec un endroit où aller, soit un lit dans un refuge, un point de service. Il y a même de ces intervenants-là qui, quand on est capable de le préparer d'avance, bien, ils vont même accompagner la personne à leur sortie, par exemple, pour aller au bureau d'aide sociale, aller chercher leur aide sociale. Parce que quand tu es en prison, bien, l'aide sociale, c'est arrêté. Donc, tu n'as pas d'argent qui rentre quand tu es en prison. Donc, si tu ne fais pas une demande en sortant, ben tu n'auras pas à nouveau de revenus. Ces gens-là sont sur l'aide sociale puis ont de la médication, ben ils n'ont pas d'assurance médicaments à moins d'avoir de l'aide sociale. Donc, c'est toutes des démarches qui doivent être faites puis qui ne peuvent pas être faites à partir de la détention. Il faut vraiment que les gens soient libérés. Mais ça fait beaucoup de choses, finalement, à faire. Un lundi après-midi, si t'es libéré à 14 heures, puis que t'avais pas trop de plans, tu sais pas où est-ce que tu vas dormir, t'as pas d'argent, t'as pas de médication, ton sac de papier brun avec quelques effets personnels dedans, peut-être si t'es chanceux, encore des cartes d'identité, puis bonne chance. Ouais, tu te retrouves un peu comme dans le néant, là, tu sais pas trop quoi faire. Là, c'est ça. Est-ce que pendant votre formation, vous avez eu des cours pour peut-être un peu comme l'autodéfense ou savoir comment, mettons, sentir que quelqu'un peut être agressif? On en fait, pas de l'autodéfense, mais plus comme de la meilleure compréhension, tu sais, du risque, de la désescalade. Donc, on fait ça plus dans le contexte de la résidence en psychiatrie. Okay. On parle quand même beaucoup de sécurité là, en psychiatrie parce que, bon, ça fait un peu partie de la nature de la clientèle. Tu sais, la majorité des gens qui ont des troubles mentaux ne sont pas violents, mais on a quand même une partie de la clientèle qui peut avoir de la violence. Donc, oui, on en parle, mais pour comprendre, la sécurité, c'est pas juste un avec l'autre. Là, c'est aussi comment nos milieux sont organisés, comment nos équipes de travail fonctionnent. Donc, on réfléchit quand même beaucoup à ça dans les milieux de soins parce qu'on veut des soins qui sont sécuritaires pour tout le monde. Pas juste pour nous, là, pour les autres usagers, pour les usagers eux-mêmes, pour nos collègues, mais quand même pour détriment non plus des soins. Fait que, c'est un équilibre des fois qui est un peu difficile, mais qui se fait, puis oui, on réfléchit beaucoup à ça. Là. Okay. Avez-vous aussi eu des formations à propos des lois ou du code criminel? Oui, on en a évidemment là, dans le contexte de la formation en psychiatrie parce que je dirais le médico-légal, ça fait en fait de plus en plus partie de la psychiatrie, tu sais. Probablement que vous en avez entendu les enquêtes de coroner, les lois qui changent, les corps policiers qui se prononcent aussi par rapport à les enjeux de santé mentale, tous les paliers de gouvernement, en fait, là, où on met beaucoup ça. Donc, on parle beaucoup de ça parce qu'il y a quand même, je dirais, une judiciarisation croissante des soins psychiatriques, là, au criminel, mais aussi au niveau civil, là. Notamment, le fait d'aller chercher des ordonnances pour pouvoir traiter des gens quand les gens refusent, d'aller chercher des ordonnances pour garder les gens à l'hôpital quand les gens veulent pas rester, mais qui auraient vraiment besoin de soins. Donc, on parle nécessairement de ça parce que ça fait partie de notre quotidien. Oui, pas seulement pour les psychiatres qui travaillent en milieu carcéral ou en psychiatrie légale comme moi, mais pas mal tous les psychiatres généralistes vont se retrouver à devoir finalement faire quand même du médico-légal. Ça fait de plus en plus partie de notre profession. C'était peut-être moins le cas avant, mais maintenant, c'est rendu un peu un incontournable, surtout si on travaille en établissement. Les gens qui ont peut-être leur bureau privé, c'est un peu différent, mais en établissement, ça fait pas mal partie de notre quotidien maintenant. Là. Vous semblez vraiment aimer votre travail, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez moins? Oui. Qu'est-ce que j'aime moins?
on est quand même confronté à beaucoup de détresse, beaucoup de difficultés qui sont très systémiques en santé mentale, surtout quand on touche les clientèles vulnérables ou plus marginalisées. Ça, c'est un aspect qui va me choquer souvent, puis que des fois, je vais trouver décourageant là, de devoir, je dirais, se battre un peu contre des injustices systémiques ou des espèces d'aberrations qui maintiennent les gens dans des positions de grande précarité. C'est un aspect que je trouve stimulant, mais que parfois je vais trouver beaucoup plus décourageant, là, de se dire, on a comme un changement de culture, par exemple, majeur à faire au niveau des services correctionnels pour que ça soit plus thérapeutique, qu'on essaie vraiment d'accompagner les gens, de favoriser de la réinsertion en communauté. Puis je me dis, mon Dieu, on est tellement loin de ça. Donc, une grosse journée clinique où je vois plein de gens, puis je me dis, mais il y a tellement de problèmes, mais qui doivent être adressés à un niveau beaucoup plus vaste que ce que nous, on est capable de faire comme cliniciens. Okay. Ça, je trouve ça plus difficile. Quand même, l'aspect aussi, on a quand même beaucoup de nos patients qui n'en veulent pas de soins. Là. Ouais. Les gens qui sont très, très malades, qui sont très, très dans le besoin, mais qui n'ont pas beaucoup d'autocritique ou qui vont finalement être perpétuellement dans un peu la même dynamique où, c'est ça, ils restent un peu dans les mêmes problèmes. Bon, moi, j'ai gradué, j'ai commencé à travailler en 2018 à la détention. Je pense que des gens, ça doit faire la 10e fois là, que je les vois revenir en prison là, pour les mêmes choses. Là. Puis à chaque fois, on essaie fort de mettre en place quelque chose qui va finalement ne pas fonctionner pour différentes raisons. Puis ça, parfois, ça mène à une certaine fatigue aussi. Okay. Là, où c'est ça, on a l'impression des fois qu'on travaille très, très fort. Puis nos collègues aussi trouvent ça difficile quand on travaille très fort pour des personnes puis que finalement, il n'y a pas de résultat. Puis pour différentes raisons, puis je veux pas blâmer nécessairement les individus, mais des fois, oui. Des fois, c'est aux gens, les gens, ils sont autonomes, ils prennent leurs propres décisions puis ils décident, mais il y a quand même quelque chose, des fois, de frustrant de dire, ça pourrait être différent ta vie si t'essayais de faire quelque chose de différent. Mais bon, après ça, c'est très facile à dire pour moi qui est dans une position qui est tout autre de la leur puis qui était super privilégiée. Fait que je pense que je dis ça avec des gants blancs. Là. Dire, peut-être que de mon point de vue, ça a l'air extrêmement facile de dire, tu pourrais faire ça, puis ça serait différent. Puis des fois, les gens sont juste pas rendus là dans leur parcours de vie, mais il y a quand même une fatigue des fois qui va être associée à ça parce qu'on va voir les gens dans des situations des fois de grande misère. Puis qui sont pas bien là-dedans, là, sont souffrants de ça, mais qu'on sent quand même impuissant. Fait que c'est ça. Ce sentiment-là, des fois, comme d'impuissance, autant au niveau individuel, mais des fois aussi au niveau systémique, ça amène une certaine lourdeur qui doit être transformée en motivateur comme pour continuer, là, pour dire qu'on n'abandonne pas puis qu'il va y avoir des projets pendant encore bien des années, là. Oui, ça doit pas toujours être facile. Puis, la façon que vous parlez aussi, c'est comme de bonne volonté de vraiment vouloir aider la personne. Là. Fait que ça doit être décourageant des fois de voir qu'on réessaie puis on réessaie. Là. Oui, c'est ça. Des fois, c'est décourageant. Puis peut-être que vous en avez vu aussi dans peut-être certains stages où, peut-être pas encore tellement pour vous, là, mais où des fois, c'est ça, on se dit, OK, on dirait que c'est la roue sans fin. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail? Ça reste très stimulant. Moi, je fais beaucoup de choses. Mes journées sont différentes, un peu les unes les autres. Ça me donne l'occasion, je pense, de travailler avec plein d'individus, de voir beaucoup de choses. Et aussi des réussites, j'imagine. Oui, des réussites et de sentir que je fais une différence réelle dans la vie de plusieurs personnes, d'un point de vue individuel. Puis quand on arrive à changer les choses, d'un point de vue plus systémique, par exemple, nos tribunaux de la santé mentale, qui ont été beaucoup plus développés à Montréal. Moi, je donne de la formation aux policiers, aux gens du milieu de la justice. Quand les gens sont sensibilisés à ça, puis que je vois un peu qu'ils comprennent mieux, puis qui ont le goût de faire mieux pour les gens avec des problèmes de santé mentale qui sont plus vulnérables, ça, c'est super agréable parce qu'on se dit, là, on fait une différence réelle dans la vie de beaucoup de monde. C'est la même chose au niveau des services correctionnels. Le travail qu'on fait, plus pour avoir un modèle de soins qui est structuré, qui
qui est vraiment approprié aux besoins de la clientèle, ben c'est du travail de longue haleine, mais ultimement, chaque petit morceau qu'on arrive à faire, ben, on se dit, ben ça va faire une différence majeure dans la vie de plusieurs individus. Puis ça, ben c'est super riche, tu sais, puis ultimement, c'est pour ça qu'on fait notre travail, là. Tu sais, des patients qui nous disent merci, il n'y en a pas tant que ça, tu sais, mais en même temps, des patients qui, des fois, sortent de la rue, qui vont mieux, qui réussissent à se maintenir en logement, puis à pas revenir en prison, qui réussissent à travailler, alors que des fois, tu sais, ça fait des années qu'ils n'ont pas réussi à faire ça. Ils nous diront peut-être pas merci comme ça, mais objectivement, tu sais, on sent qu'ils sont beaucoup mieux dans leur vie, puis ça, ils arrivent à nous le dire. Fait que ça, c'est super riche parce que ben ça fait une différence énorme là, dans la vie de ces individus-là. Ouais. Plus tôt, là, vous avez mentionné que vous avez travaillé en refuge et un autre endroit que je me souviens plus du nom. Ah, plus dans le fond, le psychiatre répondant. Donc, dans les... Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? En fait, c'est les modèles qu'on appelle en fait des soins partagés. Donc, dans le principe, encore une fois, où les médecins généralistes, les intervenants comme en première ligne vont faire une bonne partie des soins de santé mentale, ben on a des modèles, si on va au Québec, là, en général, où on va être des psychiatres, on va aller justement en soutien aux intervenants de la première ligne. Donc, à la fois les médecins généralistes, mais des intervenants en santé mentale première ligne. Fait que des travailleurs sociaux, des infirmières, des psychologues. Puis on va être là pour faire du soutien, comme souvent basé dans les CLSC, finalement. Fait que moi, j'ai fait ça pendant quelques années quand même, là, au CLSC des Faubourgs, donc au centre-ville, qui avait quand même des équipes aussi là, d'urgence psychosociale, des équipes itinérances. Puis j'avais vraiment plus le focus justement des gens avec l'aspect judiciarisation, évidemment santé mentale. Là. Mais c'est ça, c'est marginalisation. Donc, des gens, des fois, que j'ai revus quand même de la prison dans ce contexte-là où que, bon, j'entendais parler au CLSC, mais que finalement, je réussissais à les voir en détention puis pour arriver à faire quelque chose. Puis là, ben 2 enfants plus tard, il y a certaines choses que j'ai dû laisser tomber, dont ça. Okay. Mais je garde quand même des liens avec certaines des équipes là, qui sont justement impliquées auprès de cette clientèle-là. Puis quand même là, des bons liens avec des collègues ou des amis qui travaillent là lorsque je veux leur référer, par exemple, des patients qui sortent de prison, puis que je vais appeler mon ami en disant, mais penses-tu que vous pourriez le prendre dans telle équipe? Ou j'aurais telle personne, je pense que ça serait peut-être bon comme pour vous. Fait que c'est un domaine où on a besoin de garder quand même beaucoup de liens et de contacts avec des collègues parce que de plein de milieux, là, autant des fois des policiers, des avocats, des travailleurs sociaux, des travailleurs de rue, des organismes communautaires, des gens dans les refuges pour qu'on puisse intervenir, là, je pense, auprès des gens quand surtout c'est des gens qui nous glissent entre les doigts. Là. Je pense que c'est ce qui met fin au podcast. Le temps passe vite avec vous. On avait beaucoup de questions. Merci vraiment d'être venu. Là, c'était super intéressant. Oui, vraiment. Ça fait plaisir. On est toujours content d'accueillir des étudiants en milieu carcéral. Je pense que c'est un milieu moins conventionnel, mais qui est vraiment riche d'opportunités puis qui est vraiment, je pense, très enrichissant pour des gens qui veulent aider les gens. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.